Au Bangladesh, dans les bush mohal, comme on nomme en langue locale les forêts de bambou, quelques dizaines d'hommes s'affairent à grands coups de machette. Ils forment le premier maillon d'une chaîne humaine essentielle pour l'économie du pays, puisqu'elle permet d'acheminer ce qu'on appelle ici le bois pauvre jusqu'à Dhaka, la capitale. Le périple débute ici et va se poursuivre au long de 500 km de canaux, de rivières et de fleuves. Comme un hasard un peu malheureux, la plupart des bush mohal se trouvent sur la frontière avec l'Inde, dans une zone agitée, sous étroite surveillance contrôlée par les militaires en raison des tensions politiques. Les trois grandes zones de réserve sont situées dans le nord, l'est et le sud. Celle-ci, la forêt de Juri, se situe dans la région du Sylhet, à cheval sur l'État indien du Tripura. La route pour y accéder est jalonnée de petites collines, de cours d'eau et de chemins sinueux. Il faut pas moins de 2 heures de marche pour arriver sur les lieux de coupe infestés de moustiques tigres. Nous choisissons avant tout un leader qui possède sa propre équipe de coupeurs. On appelle ces chefs des sordars. Chaque sordar a sa charge entre 20 et 50 travailleurs. Il y a 8 à 10 équipes qui travaillent dans la forêt. On ne coupe pas au hasard. Armés d'une machette à la pointe recourbée, qu'on appelle ici dao, les coupeurs savent reconnaître les bonnes tiges du premier coup d'œil. Il faut que les cannes soient adultes. Les plus jeunes sont savamment plantés au milieu de cannes solides qui les protègent et facilitent leur croissance. Les travailleurs, qu'on appelle labars, commencent très tôt le matin. Ils viennent des villages qui bordent la forêt et n'ont pas de temps à perdre car ils doivent abattre un maximum de cannes pour espérer un revenu convenable. Les plus expérimentés peuvent couper une centaine de bambous par jour qu'il faut amener jusqu'au bord de la première rivière. Leur travail consiste à couper les cannes de bambou, à en faire de petits fagots, des bandiles, et de les transporter jusqu'au point de rendez-vous. De là, une autre équipe l'acheminera vers Juri, une petite ville qui borde la rivière. Ils coupent approximativement 5 à 7 000 cannes par jour. Dans quelques jours, les sordars vont faire descendre la récolte de la semaine par la multitude de cours d'eau qui sillonnent la région. Ces canaux ont été aménagés tout spécialement et permettent d'expédier les tiges par fagot de 10 vers un lieu de stockage qu'on appelle le premier checkpoint. Tout ce qui a été coupé dans la semaine est à présent ici, et les coupeurs exploitent le moindre centimètre d'eau en attendant l'ouverture du barrage en aval. Elle ne se produit qu'une fois par semaine pour seulement quelques heures. Toutes les équipes sont donc mobilisées, car dans ces goulets étroits, on ne peut faire passer qu'un fagot à la fois. Le peu de temps alloué ne permet pas d'engager tous les bambous, et les plus tardifs devront patienter jusqu'à la prochaine ouverture. Les bambous suivent normalement le canal tracé à travers la forêt,
Mais l'eau libérée par le barrage s'écoule à un débit puissant. Et la première crainte est que les fagots ne se disloquent contre les rives. Le périple ne fait que commencer, mais il est jonché d'obstacles. Plus en aval, à la sortie de la forêt de Juri, les premiers radeaux commencent à arriver. Une seconde équipe est chargée de les convoyer vers le premier checkpoint. Ici, le rythme ralentit et le périple épouse le fil de l'eau. La majeure partie de la production est envoyée vers la capitale car nos acheteurs viennent de Dhaka. À l'heure actuelle, nous importons beaucoup de bambou en provenance de l'Inde car nous ne produisons pas assez. Depuis que les usines de papeterie sont à l'arrêt, les jeunes pousses de bambou ne sont plus replantées et personne n'a repris le relais. Alors, on s'est tourné vers l'importation indienne pour satisfaire la demande locale. L'Inde possède plusieurs forêts et ce n'est pas le cas dans notre pays. On en possède peu et elles sont difficiles d'accès. Le Bangladesh est enclavé entre son voisin géant, l'Inde, et la Birmanie, avec laquelle il entretient des relations houleuses. Dhaka, la capitale, se trouve à la confluence du fleuve Gange, en aval du lieu où se jettent les eaux du Brahmapoutre. Plus en aval encore, la rivière Meghna descend des forêts du nord-est. Celle de Juri, elle, borde la frontière de l'Inde. Les bambous qu'on y coupe descendent par les petits cours d'eau vers le premier checkpoint. C'est ici qu'on stocke toutes les cannes de la région. En attendant que les bambous arrivent au premier checkpoint, une vente se déroule en plein air. Ici, deux mondes se côtoient et se sont donné rendez-vous. La forêt et la ville. Les Mohaldars, riches concessionnaires des bouches mohales, et les Bapéris, tout aussi puissants commerçants venus de Dhaka, achetés par lot des milliers de cannes qu'ils revendront sur les marchés. Les négociations sont discrètes et rapides. Selon la qualité du bambou, le prix varie. S'il est robuste, le prix suivra, mais s'il est de mauvaise qualité, il sera bon marché. C'est comme ça que le prix varie, selon sa taille, sa catégorie et son diamètre. Je suis Mohaldar, propriétaire d'une concession, et j'ai 3 associés. C'est impossible qu'une personne puisse investir seule, donc nous le faisons à plusieurs. Dans mon cas, je suis propriétaire d'une parcelle et je la partage avec 3 autres Mohaldars à 30, 30, 30 et 10% pour réduire les taxes et les charges. Le cours du produit se décide ici, déterminé par la qualité des récoltes, la difficulté à trouver de la main-d'œuvre efficace et bien sûr les conditions du transport affectées par les aléas de la météo. Le lieu du premier checkpoint n'a pas été choisi au hasard. Ces eaux calmes sont idéales pour le reconditionnement du bois pauvre, et ce lieu où s'élargit le lit de la rivière peut accueillir un grand nombre de cannes. Au fil des arrivées, l'eau se couvre de bambous. C'est ici qu'ils convergent de toute la région et d'où ils poursuivront leur périple vers le deuxième checkpoint. Ici, tout est fait avec les moyens du bord et les lanières qui serviront à lier les futurs fagots sont taillées dans les cannes les plus abîmées. Le bambou possède des propriétés surprenantes et il demeure très élastique lorsqu'il est vert.
La mesure se fait à l'ancienne, en coudées. Une unité de mesure égyptienne qu'on a conservée après la colonisation britannique. Elle représente environ 50 cm entre le coude et le bout du majeur. Un labar se promène de bandile en bandile pour vérifier la longueur des cannes. C'est la qualité et la taille qui déterminent leur prix. En moyenne, elles mesurent de 12 à 14 coudées et les plus longues peuvent aller jusqu'à 20. Avant que les bambous ne reprennent leur voyage, les fagots sont entièrement défaits. Certaines attaches ont cédé pendant la descente tumultueuse des canaux. Le travail consiste donc à reconditionner des radeaux de 50 cannes et à les regrouper par taille et par catégorie, ce qui aura toute son importance dans la fabrication de meubles notamment. Les coupeurs coupent les bambous dans la montagne et ils font les fagots sur place. Le travail achevé, ils sont acheminés à ce premier checkpoint. Les négociations se font à ce moment-là, avant que les cannes ne partent vers un lac pour la construction du grand radeau. Les labars ont encore quelques jours pour achever les ballots avant l'arrivée des nouveaux fagots sur le site. Pendant la saison des pluies, les bambous affluent de tout le nord du pays. L'activité est à son summum et il faut respecter les délais de livraison. Les hommes ont du pain sur la planche et n'hésitent pas à faire des heures supplémentaires. Lorsqu'ils auront terminé ce travail, ils confieront la cargaison à une prochaine équipe qui aura la charge de les convoyer vers le deuxième checkpoint. D'habitude, les fagots sont formés d'une 50aine de cannes. Mais à cette période de l'année, les rivières sont en crue et ils peuvent contenir jusqu'à 80 pièces selon la variété de bambou. Au-delà de cette limite, ils risqueraient d'accrocher le feu. Les bush mohal sont l'une des principales ressources du Bangladesh. Ils sont contrôlés par l'État, représentés par un garde forestier qui régule les coupes afin d'en assurer une bonne gestion. Si le plus gros des bénéfices échoit aux mohaldars et aux bapéris, les petits métiers périphériques font vivre un nombre impressionnant de familles. Le bambou est un peu comme un cadeau que le ciel aurait fait à ce pays qui vit dans l'ombre de son puissant voisin indien. Les négociations ont pris fin. Les marchands choisissent à présent leur lot accompagnés de leur labar. Le prix a quintuplé en 10 ans et c'est désormais difficile d'appliquer de grosses marges. Il y a 4 mohaldars pour cette concession. Au Bangladesh, les courtiers en bambou, nous les appelons les bapéris. Et ces bapéris négocient ici, avec les 4 mohaldars de la région.
Lorsque nous vendons les bambous, nous réunissons entre nous tout le stock pour former un seul gros volume que nous proposons au Baperi. Le volume paraît considérable, mais ce n'est pas une grosse quantité. Tout ce bois sera vendu très rapidement, en quelques heures. Pour différencier chaque acheteur, nous marquons les fagots par une couleur très distincte. Rouge, bleu, blanc. Et aussi des symboles en forme de croix ou de cercle. Comme ça, on saura à qui appartiennent les bambous. Depuis la berge, les nouveaux propriétaires ordonnent aux hommes de rassembler les lots qu'ils ont choisis. Armés d'une longue canne, les labars les regroupent selon leurs signes et leurs couleurs. Lentement, les bambous fagotés deviennent des wagons et le fleuve qui servait de lieu de stockage prend des allures de gare flottante. L'eau est à son plus haut niveau. La grande mousson, qui sévit de juin à octobre, a gonflé les fleuves et partout, la navigation sera possible. Alors, les bapéristes n'ont pas hésité, ils ont profité de l'occasion pour se charger en stock. Les terres inondées, on les connaît bien, au Bangladesh. La majeure partie du pays se situe à moins de 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et 10% environ se trouvent en dessous. D'après les spécialistes, 50% du territoire serait noyé si le niveau de la mer venait à augmenter d'un seul malheureux mètre, ce qui mettrait en péril des millions d'habitants. Mais chez les bapéristes, les préoccupations sont beaucoup plus pragmatiques. Leur activité est en berne, affectée par les augmentations constantes des coûts de production du bois pauvre. J'achète au Moaldar à 42 takas, plus 10 takas de charge par canne. Nous revendons quasiment au même prix en ce moment. Ce n'est plus aussi rentable qu'auparavant. L'activité est en baisse. Le bois pauvre reprend son périple et une vingtaine de caravanes descendent le fleuve en file indienne. Le wagon de tête donne le rythme et la marche à suivre. Les convois descendent à la vitesse du courant. Les conducteurs doivent anticiper les manœuvres très à l'avance, car ils n'ont aucun moyen de ralentir et moins encore de s'arrêter. Il faut être vigilant. Le fleuve est jonché d'obstacles. Les enfants s'y baignent, les bateaux à moteur circulent, les bancs de sable qui s'y forment peuvent paralyser tout le convoi. Les hommes qui ont la charge de le guider sont choisis parmi les plus expérimentés. L'enjeu est de taille. Le convoi est pris d'assaut par les enfants. Pour eux, cette île flottante est un terrain de jeu idéal. Pour les parents, elle représente bien plus que ça. Les hommes apportent des nouvelles des familles qui vivent plus en amont, des marchandises qu'elles peuvent transmettre à leurs proches et toutes sortes d'informations sur la situation politique. Les caravanes de bambou n'ont pas qu'un rôle économique pour le pays. Elles constituent un moyen de communication essentiel pour ce territoire privé de route et de la plupart des médias classiques. Le téléphone est encore anecdotique et l'Internet fait une très timide apparition.
Si les bambous sont descendus jusqu'à présent sous forme de radeaux, ils seront ensuite pris en remorque par des bateaux. Au point de rencontre de Akalukiaor, une équipe est chargée d'entretenir l'étanchéité des coques. Rien n'est laissé au hasard. Plus les cannes descendent les rivières, plus elles sont nombreuses et la valeur qu'elles représentent mérite à présent toutes les attentions. Le dernier tronçon est le plus long. 350 km attendent encore les bambous. Le périple les conduira de Akalukiaor, le deuxième checkpoint, jusqu'à Baider Bazar, la destination finale du bois pauvre, une petite ville à quelques kilomètres de la capitale Dhaka. Si la météo est clémente, elle devrait prendre une quinzaine de jours. Si une grande partie du territoire bengali est inondée, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bateau, et c'est même un privilège, car le pays possède une très faible couverture forestière, et se procurer du bois n'est pas facile. Il faut en importer, et il est souvent de mauvaise qualité. L'entretien doit donc être fréquent, car les coques souffrent durant le voyage. La navigation fluviale n'est pas toujours de tout repos. Et tracter les dizaines de tonnes de bambou est aussi une épreuve pour les embarcations. Si on parle du bambou comme du bois pauvre, les fibres naturelles du jute pourraient quant à elles être qualifiées de fibres d'or, même si elles sont très bon marché. Elles combinent pour le pays toutes sortes d'avantages. Elles sont peu gourmandes en engrais, se développent dans des terres inondées et à faible altitude. Le jute est donc devenu naturellement une autre ressource majeure pour le pays. Un tas de petits métiers sont nés de son exploitation, qui s'effectue entièrement à la main, de la récolte à la transformation finale. La fibre de jute est parfaitement respectueuse de l'environnement. Elle est totalement biodégradable et recyclable. En quelques années, le Bangladesh a su tirer profit de cette manne et le pays est désormais l'un des leaders mondiaux de son exportation. Le jute produit une fibre polyvalente et dans la nouvelle révolution éco-industrielle, il a largement devancé le lin et le chanvre pour la fabrication des sacs, des toiles et du textile d'ameublement. On l'utilise aussi comme substitut du bois dans la papeterie. Avec le bambou, le Bangladesh dispose ainsi de deux ressources végétales aux possibilités nombreuses
que la tendance place en bonne position dans la course aux solutions alternatives exigées par le développement durable. Pour ce pays, qui avec 152 millions d'habitants occupe actuellement le 8e rang des plus peuplés, l'avenir passe en effet par la recherche de débouchés techniques. Son climat et son environnement difficile pourraient bien se transformer en atout, une sorte de roue du destin en pleine rotation. La présence importante de l'eau notamment, qui permet au processus de transformation du jute de rester entièrement naturel. On immerge la plante afin de faire gonfler la tige. En se gorgeant d'eau, la fibre se détache et peut être récupérée sans difficulté. Tout ceci réclame une main-d'œuvre importante et génère des emplois. À Akalukiaor, le checkpoint numéro 2, ce qui pourrait ressembler à un lac, n'est en fait qu'un immense marécage. La profondeur n'excède pas 3 mètres pendant les grandes pluies, et seules les petites embarcations peuvent y circuler toute l'année. 3 équipes construisent un gigantesque radeau pour les Bapéris. C'est l'ultime étape et la plus importante que les bambous entament à travers le Bangladesh en direction de leur destination finale. Nous défaisons les fagots pour construire un immense radeau. Les bambous sont destinés à la capitale Dhaka, mais le grand radeau sera convoyé jusqu'à Baider Bazar. Au deuxième point de rencontre, les équipes sont en plein travail. La traversée jusqu'à Baider Bazar entraîne la caravane vers l'ouest, avant qu'elle ne repique vers le sud par la rivière Meghna, qui la conduira jusqu'aux abords de Dhaka. Les eaux sont théoriquement plus tranquilles et les décisions du chef du radeau sont capitales, car c'est lui qui va décider de l'itinéraire. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. Selon la saison, le niveau de l'eau peut varier et certains raccourcis peuvent faire gagner du temps. L'enjeu économique est désormais présent dans tous les esprits. La progression ou l'arrivée des radeaux précédents notamment peuvent saturer le marché et provoquer une chute du cours. Tout doit être pris en compte pour le calcul de l'itinéraire. La construction de ce dernier radeau mettra 3 à 4 semaines selon le nombre de cannes qui doivent être livrées. La période des pluies présente un avantage, car les eaux hautes des rivières permettent de grouper un nombre beaucoup plus important de cannes, ce qui diminue d'autant le coût du transport et fait donc baisser les prix. Alors les commandes affluent et le radeau est beaucoup plus grand que prévu. Les liens posent problème. Ils risquent de s'avérer trop faibles en cas de coup de vent. Les fagots arrivent dans le lac par paquet de 50 à 60 cannes. Et nous construisons un immense radeau dont les flotteurs sont constitués d'environ 600 cannes chacun, afin qu'ils puissent faire le voyage jusqu'à Baider Bazar. Ça nécessite entre 10 et 20 travailleurs et un bateau à moteur pour le tirer. Un immense radeau comme celui-ci contient 20 à 25 000 cannes de bambou. Nous construisons 1, parfois 2 radeaux par mois. Et en un an, nous pouvons en convoyer une vingtaine. Ça arrive de temps à autre de convoyer 35, 40 et même 42 000 cannes en un seul voyage suivant la demande. La construction du dernier géant repose sur l'expérience et le savoir-faire des Labarre. Les flotteurs sont attachés solidement entre eux et reliés par de petites passerelles. L'immense radeau peut mesurer 25 mètres de large sur plus de 100 mètres de long. Les plus grosses cordes sont en jute.
elles seules sont assez résistantes pour tracter le convoi qui pèse à présent plusieurs dizaines de tonnes. Il y a peu de temps encore, c'est à la force des bras que quelques poignées d'hommes faisaient progresser l'ensemble, armés de leur seule perche. Les anciens racontent leur histoire avec nostalgie. Chaque traversée était un véritable exploit. Ils ne savent plus très bien s'ils y ont participé ou en ont été de simples spectateurs. Un voyage pouvait durer 6 à 8 semaines, rendue périlleuse par la présence de pirates qui n'hésitaient pas à attaquer les caravanes pour en dépouiller les labarres. On se souvient de cyclones qui étaient parvenus à soulever la gigantesque embarcation et à la drosser sur la berge. Aujourd'hui, le parcours est moins glorieux. Les bateaux à moteur ont remplacé les bras des hommes et les pirates ne sont plus qu'un lointain souvenir, mais ceux qui l'accomplissent conservent un certain prestige, pas suffisant pourtant pour convaincre les plus jeunes de prendre la relève. En ce moment, c'est difficile d'avoir des bambous, car il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'il y a peu de bambous dans la rivière. Avec l'assistance d'un bateau à moteur, la grande traversée ne dure guère plus d'une quinzaine de jours. Les labarres ne sont pas plus de 10 et n'ont qu'un rôle de surveillance de l'ouvrage. Ils construisent à bord des abris sous lesquels ils vont partager de très longues heures, dans l'indolence et dans l'ennui parfois. Le paysage ne va pas beaucoup changer et la solidité des liens restera le principal sujet d'intérêt. Seuls les repas viendront perturber la routine et le soir venu, les hommes se raconteront les légendes des rivières et des marais. La particularité des bambous bengalis est justement qu'ils ne sont destinés qu'au marché local. Alors que le matériau est de plus en plus utilisé dans le monde, et en Occident notamment, où l'on commence à apprécier toutes ses vertus. Il vieillit bien, est solide et bon marché. On en fait des meubles, bien sûr, mais aussi des parquets et des panneaux d'isolation. Comme souvent dans l'intérieur, l'entreprise est familiale et artisanale. Mon village est Gobindapur. Mes ancêtres faisaient ce travail et on se le transmet de génération en génération. J'ai juste perpétué ce travail et c'est grâce à ça que je peux avoir un revenu. On est une centaine de familles à faire ce travail. J'essaie de maintenir une condition de vie raisonnable pour ma famille avec mon petit commerce de fabrication de tapis et de chapeaux. Nos enfants aussi peuvent participer. C'est très difficile et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Le Bangladesh n'est pas si pauvre que l'on pourrait le croire.
Il est actuellement aux environs de la 60e place des pays les plus riches. Et l'importance que l'on accorde à l'éducation n'y est sans doute pas étrangère. Les parents font tout pour envoyer leurs enfants à l'école et les meilleurs parviennent dans les grandes villes où ils accomplissent des études supérieures. Le gouvernement organise chaque année des campagnes de sensibilisation sur le thème de l'éducation et de l'importance de la scolarité. Le pays compte encore 30% d'analphabètes, mais ce chiffre ne cesse de diminuer et c'est une première victoire. Plus de 30 espèces de bambous poussent dans le pays. Selon leur type, ils sont utilisés pour la construction, l'ameublement, ou seulement transformés en papier ou en petits produits artisanaux. Les entreprises de papeterie consommaient à elles seules 40% de la production nationale. Mais depuis l'arrivée du jute, le chiffre est tombé à 10% et les petits utilisateurs sont les premiers affectés. J'ai des difficultés à acheter de la nourriture et des habits parce que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. En ce moment, le prix du bambou est d'environ 200 taka. Avec une canne de bambou, je peux faire 4 à 6 et parfois 7 tapis que je donne parfois à sous-traiter. J'achète 200 taka et je vends 250 taka les 4 tapis. Je donne du travail en prenant une très faible commission. À mi-chemin, la pluie s'est mise à tomber et l'immense radeau a dû stopper sa course. La première chose à faire est d'accoster et de vérifier tous les nœuds. Le pilote a de l'expérience. Il sait qu'à naviguer par ce mauvais temps, il risque de perdre sa cargaison que les courtes vagues pourraient briser. La cupidité serait bien mauvaise conseillère et chacun peut ici raconter l'histoire de caravanes disloquées parce que leurs pilotes ont voulu coûte que coûte arriver les premiers à Dakar. La règle d'or est la prudence. Ici, les naufrages font rarement des victimes, mais ils ne sont jamais pardonnés. Je fais ce métier depuis 30 ans. Je rencontre souvent le problème de panne du bateau à moteur. Je dois le réparer à chaque fois avant de reprendre la route. 30 ans avec ce même problème. Les hommes patientent. Parfois, le motif de ces haltes est moins louable. Le cours du bambou fluctue et les convoyeurs parient sur les hausses qui peuvent survenir. Alors, ils ralentissent leur course lorsque le cours est bas, pour la reprendre au moment où ils remontent et être sûrs de vendre au meilleur prix à leur arrivée à Dakar. Mais cette fois-ci, rien de tout ça. Le ciel chargé ne présage rien de bon. Je suis un simple ouvrier qui travaille pour le propriétaire de ce radeau. Il nous paie une fois le travail achevé. Et c'est comme ça que je subviens aux besoins de ma famille et de mes parents. Je jette l'ancre toujours au même endroit et toujours près d'un marché. Je ravitaille 10 à 12 personnes. À chaque fois, j'achète ce qu'il y a de disponible et on le consomme.
On ne trouve pas tout ce qu'on désire, mais l'essentiel on l'obtient. C'est le plus important avant la prochaine escale. Après une semaine de navigation à plus de 40 degrés, la pluie est un peu comme une bénédiction pour les ouvriers. Elle rafraîchit les corps et les esprits. Elle donne aussi la garantie que le niveau de l'eau restera suffisant pour assurer la progression. Mais à cette époque de l'année, les eaux surchauffées de l'océan Indien font naître les cyclones. Le Bangladesh en est souvent la victime et déplore notamment l'un des plus meurtriers, le terrible cyclone Sidr qui l'a frappé en 2007, causant plus de 4000 morts et accompagné d'inondations qui ont fait des millions de sans-abri. Le Bangladesh est un immense delta dans lequel se mêlent le Brahmapoutre et le Gange, qui sont les deux plus grands fleuves d'Asie. Lorsqu'ils entrent en crue, 20% du territoire se retrouve noyé par les eaux. Malgré les menaces que font peser sur lui les funestes conséquences d'un possible réchauffement climatique, le pays a choisi de s'engager dans une gigantesque politique de construction, et parce que le réseau routier est presque inexistant, c'est par les fleuves qu'on achemine les matériaux de construction, à commencer par le sable qui vient parfois de très loin. Les Bengalis ne peuvent pas drainer la terre près des côtes, car elle leur sert de barrage naturel. Alors c'est dans le nord qu'ils vont la chercher. Les promoteurs sont de gros consommateurs de bambou et de briques. Et la main-d'œuvre bon marché rend le coût du transport fluvial imbattable. Cette main-d'œuvre abondante est la conséquence d'un chômage endémique et d'une inflation galopante qui oblige les plus modestes à accepter n'importe quel travail. Tout le paradoxe du pays réside dans cette situation. La menace climatique et les conditions géographiques interdisent le développement des infrastructures, mais il faut construire coûte que coûte. Tout semble archaïque, mais lentement, la technique parvient jusqu'ici. Ces briques viennent de Jajira. Nous les ramenons ici par le fleuve Meghna pour les vendre aux clients. Nous vendons la plupart de nos stocks à des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Ils travaillent eux-mêmes avec le gouvernement et la municipalité. Nous faisons rentrer du stock tous les jours, tous les 2 à 3 jours suivant la demande. Nous payons par virement bancaire en ligne. Baider Bazar est le dernier checkpoint. C'est ici que les grands radeaux achèvent leur périple. Des milliers de cannes seront déliées et les fagots démantelés au fur et à mesure de leur vente par lot aux petits marchands de la ville. Pour arriver jusqu'à la capitale, ils emprunteront des barques, des camions et même des rickshaws qui les conduiront sur les lieux de leur usage ultime. Motin est inquiet. Son sordar l'a informé qu'il est encore à plus de 100 km, car la pluie qui s'est abattue sur la région l'a contraint de stopper la navigation. Ici, le stock diminue de jour en jour. Tout le monde sait que pendant la saison des pluies, les retards de livraison sont monnaie courante, mais là, le mauvais temps tourne au cyclone et Motin n'est pas rassuré.
Après les avoir convoyés, je les entrepose à cet endroit. Les gens utilisent ce matériau pour les travaux de construction, les réparations ou pour de la décoration. Et pas mal d'industries les utilisent aussi. Les bambous les plus épais sont utilisés pour les travaux de construction. Et les plus minces servent pour les réparations et la décoration. Parfois, il nous arrive d'être en rupture de 3 ou 4 jours avant d'être ravitaillés. Mais tout part en 7 jours, pas plus. Nous ne démantelons pas le radon en une seule fois. Nous sortons les tiges en fonction du nombre exact de cannes vendues. Et c'est seulement après avoir tout vendu que nous commandons le suivant. Pour prévenir les dégâts des inondations à répétition, des travaux pharaoniques ont été entrepris dans tout le pays pour surélever les routes. Mais dans les régions les plus reculées, elles restent étroites et seuls les petits camions peuvent les emprunter. Les bas-péris restent donc des inconditionnels du transport par voie fluviale. La plupart des réseaux routiers ne sont d'ailleurs pas adaptés, et leur coût, accentué par les récents péages, les rend prohibitifs. Le prix des cannes augmenterait considérablement si on devait les acheminer par camion. Et ce sont des pans entiers de l'économie qui en subiraient les effets. Parmi toutes les qualités qu'il possède, la toute première est que le bambou flotte. Il serait impensable de modifier quoi que ce soit à un système qui lutte déjà contre d'autres fléaux. Avant, il y avait plus de forêts de bambou et on pouvait acheter une canne pour 5 ou 6 takas, pas plus. Maintenant, c'est 40 takas. La demande de bambou est nettement en baisse parce que les gens font des maisons en tôle et en béton. Et l'autre raison de cette baisse, c'est qu'avant on avait 5 ou 6 forêts. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule. Alors, il y a eu une inflation. Du coup, les courtiers ne peuvent plus faire de marge et ils sont donc moins nombreux. La vente n'est plus aussi rentable. Pour acheminer depuis la région du Sylhet une quantité équivalente à celle d'une caravane flottante, il faudrait une centaine de camions. Impensable dans ce pays où le trafic est déjà très dense. Si solide qu'il soit, le bambou ne supporterait pas le voyage. Les quelques kilomètres accomplis par la route jusqu'à Dakar en font l'éclatante démonstration. Les cannes sont bien faites pour naviguer. Motine a finalement réceptionné son chargement. Et ce premier coup de Dao, donné pour sectionner les liens, est un peu comme une délivrance. Ce soir, les bas-péris fêteront ce nouveau succès en riant à la rumeur qui prétend que les Chinois sont prêts à investir dans des routes et des ponts. Personne ne prend ça au sérieux. Les Labarres dormiront tranquilles, avec la certitude que leur activité a encore de beaux jours devant elle.